Bonjour à tous, il est 11 heures, l'église sonne à Saint-Leu-d'Esserand, donc c'est le moment de notre Facebook Live hebdomadaire. Nous sommes très heureux de vous retrouver. On attend encore quelques secondes de voir arriver différentes personnes et je pourrais vous présenter mes collègues élus municipaux qui sont aujourd'hui avec moi. Je vois déjà quelques personnes qui nous saluent et que je salue également. Je vais présenter maintenant les élus qui sont avec moi. Vous en avez trois derrière moi sur l'écran qui s'affichent. Je salue d'abord Estelle Sueur qui se trouve physiquement dans la même pièce que moi mais à une distance respectable et qui assure à la fois la technique et aussi l'intermédiaire sur vos questions. Donc Estelle, bonjour. Bonjour à tous, ravie d'être là pour la 6e fois, je crois. Déjà, d'accord. Bonjour. Merci. Christelle Terre, adjointe à l'éducation, parce qu'il y a un gros sujet éducation bien sûr aujourd'hui. Bonjour à tous, c'est ravi d'être avec vous. Merci. Et Laurent Tarassi, adjoint à la communication, qui avait passé son tour la semaine dernière à ma demande pour qu'on puisse accueillir d'autres collègues élus que vous avez pu voir et qui revient cette semaine pour nous parler bien sûr de différents sujets ainsi que mes autres collègues. Alors, pardon Laurent. Oui, non, écoute, j'allais dire que, donc bonjour à tous déjà, j'allais dire que j'avais séché la semaine dernière, mais je m'étais fait rattraper par la patrouille, donc me revoilà. Très bien. Et je ne vois pas pour l'instant de questions préalables, donc je me permets d'annoncer quand même les sujets d'actualité, puisque comme je le fais à chaque semaine, on rebondit forcément sur un contexte qui est très évolutif. Cette semaine, comme vous le savez bien, c'est le Premier ministre qui a présenté à l'Assemblée nationale mardi après-midi le plan national de déconfinement. Il a apporté forcément son lot de nouveautés, d'évolution de la doctrine nationale, dont on va évidemment reparler. Et ce discours a été complété depuis par un certain nombre de facteurs. Ça nous amène forcément à vous proposer d'échanger sur la réouverture des écoles, qui est un gros sujet, non seulement pour les parents d'élèves, mais pour l'ensemble de la population, parce que ça affecte indirectement, bien entendu, toutes les familles concernées par les modes de garde en général. Le deuxième sujet, c'est l'évolution sur les masques et leur mode de distribution à la population. Le troisième, c'est la réouverture des activités, des autres activités municipales. Dans le premier sujet sur les écoles, j'ai bien sûr intégré le périscolaire et les services parascolaires, périscolaire, extrascolaire, il y a beaucoup de termes. Ça reste le premier sujet. Le deuxième, c'est les masques. Le troisième, c'est les autres services municipaux et le fait qu'on doit accompagner la réouverture des activités sportives notamment. Il y a là-dedans, bien entendu, également le soutien aux activités commerciales qui vont reprendre. Et puis, tout autre sujet d'actualité qui pourrait venir de nous ou de vous en fonction des questions. Alors, je vois une première question sur les masques, donc on peut peut-être... alors non, une première question sur les écoles. Chronologiquement, ça doit se tenir à pas grand-chose. Alors, on va donc commencer par un petit résumé sur la situation des écoles et là encore, je propose à mes collègues de compléter le cas échéant, puisque nous sortons à la minute près d'une réunion de concertation avec les 4 représentants des associations de parents d'élèves des 4 écoles de la ville. Donc c'est tout frais et nous leur avons déjà résumé la situation, peut-être de manière beaucoup plus détaillée que ce qu'on peut faire ici. En bref, l'éducation nationale est sur une réouverture à partir du 12 mai.
d'une manière très modulée par niveau et également modulée par l'État en général en fonction du fait que notre département serait en zone rouge et y resterait ou pas. Donc ça c'est déjà une première incertitude. Actuellement le fait d'être en zone rouge a un impact sur les dates de réouverture des collèges, mais ça peut aussi avoir à terme et la semaine prochaine un impact sur les dates de réouverture des écoles. La réouverture des écoles, elle est évidemment de la responsabilité de l'Éducation nationale, charge à elle de s'organiser, on va y venir. Nous, on accompagne cette réouverture, on ne fait pas partie des communes qui pourraient dire je refuse d'ouvrir le bâtiment. Voilà, il n'y a pas de raison liée à l'état du bâtiment. Je parle bien de l'état des murs, du toit, de ne pas réouvrir, donc on ouvre le bâtiment. Notre responsabilité, elle est aussi d'accompagner cette réouverture en assurant le nettoyage renforcé, bien entendu, et la désinfection renforcée des bâtiments. Donc ça, évidemment, c'est oui, et on s'y prépare. La troisième dimension, je dirais, c'est que il est demandé à l'éducation, aux enseignants, d'éviter le brassage des groupes, des classes, d'éviter que les parents attendent devant les écoles, éviter qu'ils rentrent dans les écoles. Donc tout ça, on est à la disposition bien sûr de l'Éducation nationale pour participer à du barriérage, à des opérations d'information devant les écoles qu'il faut éviter de se rassembler. Ça c'est acquis et ça pose évidemment pas de souci, hormis que c'est à nous de mettre les personnels supplémentaires pour renforcer le nettoyage avec les produits de désinfection adaptés. Voilà. Ce qui est encore en discussion, par contre, c'est l'encadrement des classes qui rouvrent par les enseignants et d'éventuelles demandes de renfort humain qui seraient faites à la municipalité de Saint-Lô. Donc sur ce point, nous avons déjà exprimé, alors jeudi après-midi, aux directrices d'école, 4 directrices d'école, et à l'inspecteur de circonscription, que nous souhaitions aller au-delà du strict minimum, qui serait de ne rien faire, et c'est ce qui se fait dans certaines communes. Et nous proposons un renfort humain qui doit correspondre aux besoins réels. La contrainte médicale, vous le savez, c'est d'avoir des groupes qui ne dépassent pas 15 enfants. La contrainte, elle est d'éviter certaines activités qui engendrent une trop grande promiscuité. Et puis la contrainte, elle est que les familles n'ont pas encore toute la visibilité sur leur reprise professionnelle et elles n'ont pas encore eu toutes les informations permettant de les rassurer sur les modalités d'accueil. Donc nous allons, en ce qui nous concerne, préciser tout ça dans un prochain communiqué mercredi prochain, qui sera distribué jeudi. Les 4 écoles vont communiquer avec les parents d'élèves sur leur mode de fonctionnement la semaine prochaine également. D'ores et déjà, le principe de l'Éducation nationale, c'est que la difficulté pour eux, c'est qu'ils doivent gérer à la fois le retour en présentiel, donc les enseignants en présence des enfants dans les classes, mais aussi continuer à gérer l'enseignement à distance pour les familles qui ne reviendraient pas dans les écoles. Donc c'est une organisation qui les amène pour l'instant, telle qu'on le comprend, à ne pas pouvoir assurer l'accueil d'un enfant considéré ou d'une classe considérée 4 jours sur 4. Lundi, mardi, jeudi, vendredi, c'est 4 jours. Le principe, c'est qu'il y a une partie des 4 jours de travail d'enseignant qui ne pourra pas être consacrée à l'accueil physique dans les écoles. La question, c'est quel est le niveau de cette partie qui ne pourra pas être en présentiel pour l'enseignant. Dans certains cas, on nous dit 2 jours sur 4 qui devront être consacrés par l'enseignant à autre chose que de l'accueil en présence à l'école. Dans d'autres cas, on nous dit c'est 1 jour sur 4 qui serait simplement consacré à l'enseignement à distance et donc l'enseignant serait présent à l'école 3 jours sur 4. En tout cas, on est parti du principe à ce stade que si l'enseignant peut être présent 3 jours sur 4, ce qui nous semble bien, et lui permettant de consacrer le 4e jour à un enseignement à distance, nous pouvons nous organiser, mairie de Saint-Lô, pour que le 4e jour soit pris en charge par un intervenant municipal. Donc notre proposition, elle est maintenant aux 4
directrice d'école et à l'inspecteur de circonscription de faire en sorte que sur 25% du temps d'accueil, classe par classe, il y ait un intervenant municipal permanent. Mais ce n'est pas tout, il y aurait aussi des intervenants ponctuels qui sont déjà présents en temps normal et qui reviendraient. Et je parle notamment des intervenants musicaux et de l'intervenant en patrimoine historique qui avait déjà prévu, avant la crise, des interventions dans les écoles ou avec les écoles. Donc notre aide, à ce stade, elle est à double détente. Elle est de dire, il faut compléter la partie d'un jour sur 4 qu'un enseignant ne peut pas consacrer à l'enseignement sur place. On s'engage à le compléter avec des moyens municipaux. Ça, c'est pour les élémentaires. Et pour les maternelles, nous allons plus loin, puisqu'il va être spécialement compliqué d'assurer l'encadrement des tout-petits. Et là-dessus, on s'engage à ce que les ATSEM, donc le personnel municipal qui est déjà présent toute la journée et qui est déjà présent sur les 7 classes maternelles qui existent dans la ville, ce personnel puisse être spécialement focalisé sur l'encadrement des enfants et donc libérer le temps de travail qu'il occupe au nettoyage des écoles. Mais ce temps de travail de nettoyage sera évidemment repris par d'autres intervenants municipaux. Voilà. Donc voilà un peu les grandes lignes de l'encadrement, du renfort que nous proposons d'assurer à Saint-Leu-d'Escamps vis-à-vis de la réouverture des écoles que nous souhaitons accompagner. Est-ce qu'il y a des compléments ou déjà des questions? Je vois Estelle qui souhaite compléter ou compléter avec des questions. Oui, alors il y a 2 questions concernant le fameux protocole sanitaire, savoir si on l'a eu de monsieur Jean Damien et savoir si on a prévu des personnes pour nettoyer les sanitaires à chaque passage des enfants, les tables, les chaises, les poignées de porte. Et dans le même concernant l'école aussi, une question de monsieur Delbès qui demande s'il est prévu de faire un sondage par la mairie pour savoir quels sont les enfants qui vont retourner à l'école. Alors, est-ce que Laurent ou Christelle ou Laurent veulent répondre au moins à la deuxième question? Je pourrais revenir sur la désinfection si vous le souhaitez. Christelle, Laurent? Concernant le sondage, Par exemple. donc, alors, pour le sondage, donc, il a été demandé aux 4 directrices de faire un sondage auprès des parents. Donc, il y a déjà 2 écoles qui ont fait ce sondage. Donc, on est en attente des réponses. Et pour les 2 autres écoles, le sondage va être fait dans les jours prochains. Merci. Et la mairie ne fera pas de sondage. On attend ceux des directrices. C'est exactement ça, et il vaut mieux que ce soit vraiment fait directement par les équipes enseignantes, sur la base des informations qui sont évolutives. Les propositions que je viens de résumer devant vous sont en train d'être faites également aux enseignants, donc il est normal qu'il y ait un petit temps d'aller-retour sur tout ça. Laurent, tu voulais compléter aussi sur... Oui, juste pour confirmer ce que dit Christelle, c'est-à-dire que ce sont bien les directrices qui organisent le sondage et non pas la mairie, et pour une bonne raison, c'est que toute cette reprise scolaire est bien gérée par l'éducation nationale, et c'est bien l'éducation nationale qui a la responsabilité de tout ça. Nous, on accompagne d'un point de vue moyen, on soutient d'un point de vue personnel s'il y avait des manques clairement identifiés par l'éducation nationale et les directrices qui nous le feraient savoir, mais voilà... toutes ces questions-là sont bien à poser aux directrices d'école, à l'inspecteur académique. Donc le sondage, c'est évoqué. Concernant le protocole, monsieur Damien, évidemment, il existe, sauf que pour l'instant, il n'y a qu'une version projet. Le protocole définitif, il n'est pas encore sorti. On a fouillé encore ce matin très tôt sur le site du ministère de l'Éducation nationale avec Christelle Terre, et il n'est pas encore disponible. Donc on peut tout à fait imaginer que la version définitive se rapproche de la version projet, mais néanmoins pour l'instant ça n'existe pas encore officiellement. Et évidemment on a déjà pris connaissance
de cette version projet, avec de l'aération qui est prévue au moins 10 voire 15 minutes dans d'autres pages des classes avant l'ouverture, à chaque récréation, pendant la restauration scolaire, puis à nouveau pendant la récréation et quand les enfants vont quitter les écoles, des désinfections qui sont prévues et un nettoyage qui est prévu de façon récurrente. Mais Frédéric, je pense, va venir dessus juste après sur les moyens. Il y a aussi une procédure qui consistera notamment à laisser, dès qu'il y aura des mouvements, notamment entrée de classe et sortie de classe, à laisser les portes ouvertes, justement pour que les enfants, et qu'il y ait de moins possible de manipulation des portes. Donc effectivement, on a pris connaissance de tout ça et ça va devenir la référence en termes d'organisation qui reste à mettre en place. Tu as dit l'essentiel, ce qui veut dire qu'on est parti plutôt sur l'idée qu'il y ait un personnel de nettoyage en permanence dans chacune des écoles pour faire tout ça, ce qui est donc un renforcement de notre présence et de notre investissement. Et puis je voulais également préciser que dans notre accompagnement global, il y a bien sûr l'idée de réouvrir nos services périscolaires. Alors a priori, parce que là autrement ça va devenir très compliqué, il serait ouvert chaque jour aux enfants qui sont accueillis en scolaire. Hein, d'où l'important qu'on travaille vraiment avec l'éducation nationale pour savoir qui ils peuvent accueillir, d'abord qui demande et comment chacun peut être accueilli. Nous, évidemment, tout enfant accueilli en scolaire sur un jour considéré pourra donc être accueilli avant et après l'école, le matin et le soir, et sera donc accueilli en restauration scolaire. Alors, il y a là aussi un principe important qu'il faut quand même partager tout de suite, c'est que il y a eu des débats sanitaires sur l'idée de demander aux enfants ou de faire manger les enfants dans leur salle de classe, avec l'intérêt de ne pas faire d'aller-retour, mais le gros inconvénient quand même de créer une activité difficile à nettoyer, qui est l'activité de repas avec les projections qu'on peut imaginer. Donc, en accord avec l'éducation nationale, à ce stade, on est vraiment parti sur la réouverture de nos restaurants scolaires avec des précautions bien plus grandes que d'habitude sur l'espacement. Ça veut dire qu'on a prévu plus de services de restauration qui seront échelonnés sur une période plus longue le midi. Et ça veut dire qu'on a prévu de supprimer une chaise sur deux dans les salles actuelles et donc d'occuper des salles supplémentaires de manière à avoir accompagné la remontée en puissance du nombre d'enfants qui vont manger le midi dans de bonnes conditions sanitaires avec l'espacement nécessaire en fait. Voilà un peu les grandes lignes. Et vas-y. Ouais, non, c'est juste pour rebondir sur une des questions d'Aïssata sur la désinfection totale. Évidemment, dans ce protocole sanitaire est aussi définie la récurrence et la façon dont il faudra procéder au nettoyage. Et notamment des bâtiments ou des endroits qui n'auront pas été utilisés depuis de nombreuses semaines ne nécessitent qu'un nettoyage habituel de principe et non pas spécifique au Covid-19. Et donc évidemment, tout ceci qui va être étudié, il ne s'agit pas de passer au Karcher et à la désinfection tout le bâtiment. Il est fait référence notamment à l'accueil des enfants, des soignants pendant les semaines qui viennent de passer. Ça a été le cas essentiellement sur une seule des écoles, à Jean-Baptiste Clément élémentaire. Et donc les endroits qui auront été pratiqués et fréquentés seront nettoyés et désinfectés comme le prévoit le protocole sanitaire. Par contre, les autres espaces qui n'auront pas été fréquentés depuis plusieurs semaines auront un nettoyage tout à fait normal. Et ensuite, à la reprise scolaire, tous les espaces qui seront fréquentés de façon normale par les enfants qui auront repris l'école seront nettoyés selon le protocole évidemment. C'est ça. Alors une réponse à la question sur le fait que certains maires ont pris la décision de ne pas ouvrir les écoles. Alors comme je l'ai dit, mais c'est important d'être très précis, une mairie ne peut prendre la décision de ne pas rouvrir un bâtiment si ce bâtiment, sous l'angle, attention au micro, chers collègues, qui reste ouvert,
Une mairie peut prendre la décision de ne pas réouvrir un bâtiment s'il y a un danger direct sur le bâtiment en tant qu'enveloppe, c'est-à-dire le toit, les murs, le chauffage. Voilà. On n'est pas dans ce cadre-là. Les précautions supplémentaires qui nous sont demandées au niveau sanitaire, nous pouvons les gérer. Voilà. Et troisièmement, comme l'a rappelé Laurent, c'est le service de l'éducation nationale qui prend la décision de réouvrir. Nous considérons qu'effectivement, il est important d'accompagner le déconfinement en prenant toutes les précautions nécessaires et donc d'accompagner la réouverture des écoles par l'éducation nationale. Y a-t-il d'autres questions qui n'auraient pas été encore traitées sur les écoles à ce stade? On y reviendra dans l'heure s'il faut, autrement on passerait au masque. Pour compléter, Frédéric, excuse-moi, cette décision, il faut aussi bien prendre en compte que toute cette démarche derrière est volontaire. Je m'exprime mal. Il s'agit bien d'un volontariat de la part des enseignants qui reprendront l'école et de la part des parents qui mettront leurs enfants aussi à l'école. C'est-à-dire que chacun a la responsabilité de faire son choix sans aucun jugement. Il y en a qui trouveront ça normal, d'autres qui trouveront ça très très dangereux. Et pour le coup, je pense qu'on n'arrivera pas à se mettre d'accord sur la situation. Ce qu'on peut juste nous dire en termes de municipalité et d'action qui va être mis en place, c'est que nous y travaillons fortement, c'est que nous allons suivre au plus près toutes les prescriptions données par le protocole sanitaire de façon à ce que tout soit mis en place de façon optimale pour la santé et la sécurité des enfants. Et après, à chacun de faire son choix. Sachant que, si je peux rajouter, les enseignants assureront aussi les cours à distance. Hein. Donc voilà, le choix reste possible et à chacun de se positionner. Très bien. Y a-t-il des questions sur les écoles qu'on n'aurait pas traitées? Non, Laurent, il a en partie répondu, parce qu'il y avait une question concernant le jour où l'enfant ne serait pas accueilli à l'école, s'il s'agirait d'activités périscolaires ou autres. Alors, donc, je confirme bien, nous souhaitons, par les moyens de renfort que nous pouvons assurer, nous souhaiterions que les enfants soient accueillis sur 4 jours à l'école. Actuellement, la disponibilité des enseignants est plus faible que les 4 jours, pour les raisons que nous avons relayées, qui doivent aussi assurer le travail pour l'enseignement à distance. Et donc, nous pouvons compléter cette disponibilité pour les élémentaires avec l'équivalent d'une journée sur 4. On a oublié de dire que il y a aussi des remplaçants à l'éducation nationale qui peuvent peut-être aussi faire leur office. Donc, c'est en cela que tout ça est encore en train de s'ajuster. Et je rappelle que pour les maternelles, à partir du moment où on a des ATSEM qui seraient dédiés à 100% à l'accompagnement des enfants, ça veut bien dire qu'elles, à 100%, elles peuvent prendre en charge un groupe. Et c'est toute l'incertitude de savoir si petit à petit on va avoir des groupes qui vont dépasser 15 enfants, puisque c'est la limite sanitaire à ce niveau-là. En fait. Voilà. Concernant le périscolaire, oui. Une question, combien d'enfants pour le périscolaire? Au niveau des groupes, j'imagine que la question est au niveau des groupes. On est sur des taux d'encadrement qui varient selon les âges et on va revérifier si c'est bien compatible avec l'encadrement de crise qui est d'un adulte pour 15, ou en tout cas de groupe pas plus important que 15 enfants. À l'évidence, nos précautions sanitaires seront également renforcées en périscolaire puisqu'il y a un certain nombre d'activités rassemblant les enfants qui ne pourront pas être assurés. Donc il y a besoin également de créer des organisations au périscolaire, quitte à renforcer les équipes, qui permettront d'être en toute sécurité. En fait. Je vois plusieurs interventions qui parlent de danger, comme l'a dit chacun d'entre nous. Notre but est de donner un maximum d'informations sur les précautions prises. Personne n'est forcé de revenir à l'école. Et le rappel de la responsabilité de chacun, y compris au niveau pénal, est toujours utile.
mais ce n'est pas la seule responsabilité pénale des élus. En tout cas, nous assumons l'importance de retrouver une continuité de service en présentiel pour contribuer au redémarrage de la société. Je n'ai pas dit l'économie, mais au redémarrage de la société après cette période de confinement. Ce redémarrage est progressif, volontaire, vérifiable. Il nécessite des moyens supplémentaires que nous mettons. Voilà où on en est à ce stade. C'est bon pour... Frédéric? Oui, je t'en prie. Oui, il faut aussi rappeler que l'inspecteur de la circonscription a quand même mis en avant que l'école devait être ouverte aussi pour les enfants qui étaient en grande difficulté. Donc ça peut être aussi très important que nos écoles rouvrent pour tous les enfants qui auraient lâché le système scolaire. Alors ça, c'était le principe de départ. Maintenant, encore une fois, il appartient à l'Éducation nationale de savoir comment elle le fait vivre. Voilà. Je vais faire une toute petite séance de rattrapage pour les 2 personnes au moins qui disent qu'elles n'étaient pas là au début. Par contre, j'incite chacun à bien venir dès 11h parce que les sujets brûlants commencent dès 11h. Et là, donc, je redis, on accompagne la réouverture par les enseignants. Les enseignants, selon les écoles, ne peuvent assurer que 2 voire 3 jours de présence dans les écoles et pas 4. Lundi, mardi, jeudi, vendredi. Sur ces 4 jours, ils ne viennent que 2 ou 3 jours. Le reste du temps, ils sont sur le travail à domicile pour gérer l'enseignement à distance. Nous souhaitons que les enseignants viennent 3 jours et nous proposons de compléter le 4e jour et de prendre en charge le 4e jour par une présence municipale sous la forme d'un service minimum, puisque évidemment on n'a pas les mêmes qualités pédagogiques que les enseignants, même si les personnels que nous mettrons en place sont des personnels qui ont une formation en animation périscolaire. Donc le complément que nous assurons, qui correspond donc à 25% du temps de travail d'une classe, permettrait pour nous d'assurer l'accueil d'enfants sur 4 jours. Ça, c'est pour l'élémentaire. Il y aura aussi à l'élémentaire les animateurs musicaux et patrimoine historique qui viendront faire des interventions. Et pour les maternelles, nous dédions chacune des ATSEM qui sont déjà présentes. Nous les dédions à 100% en accompagnement d'enfants et nous faisons prendre en charge leur mission de nettoyage des locaux par d'autres personnels municipaux de manière à ce qu'il y ait une personne en permanence sur chaque école. Voilà, je pense, les principes à ce stade. Je pense que ça fait déjà des informations très précises et évidemment ça va être précisé encore plus la semaine prochaine. Merci pour ça, je t'en prie. Oui, excuse-moi, c'est pour répondre à une question de Mme Gébert. Et s'il y a un cas de Covid détecté dans l'école? Alors, encore une fois, il y a le protocole sanitaire qui est prévu, c'est lié tout ça avec l'utilisation des masques qui sera fait à l'école. On en reparlera sur un autre sujet de masque un petit peu plus loin, mais très rapidement sur l'école, on rappelle que pour les enfants de maternelle, il n'est pas prévu d'utiliser les masques parce que ça paraît incompatible. Pour les élémentaires, il n'est pas recommandé non plus que ces enfants utilisent des masques. Néanmoins, si les parents souhaitent que leurs enfants maternels ou élémentaires portent des masques, ils pourront le faire, il n'y a pas de problème. Et il est prévu que l'Éducation nationale fournisse des masques pour les enseignants et fournisse des masques, là j'en viens à la réponse à la question de Mme Gébert, et fournisse un stock de masques pour gérer justement le doute Covid-19 sur un des enfants. C'est-à-dire à partir du moment où un symptôme du Covid-19 a l'air de ressortir en journée en classe, la directrice utilisera la dotation de masques prévue par l'Éducation nationale, en adaptera un sur le visage de cet enfant, appellera les parents qui devront récupérer cet enfant. Voilà. À savoir que, ça c'est mon grand truc, hein, je vais reparler de responsabilité. Autant ce sujet reprise de l'école et de la responsabilité de l'Éducation nationale, autant nous avons notre responsabilité en tant que collectivité d'accompagner et de faire toute la partie matériel, moyens, nettoyage, etc. Autant les parents, vous avez la responsabilité aussi, de choisir, on en a parlé, volontariat, de mettre votre enfant ou pas,
et on essaiera de vous apporter toutes les réponses nécessaires dans les jours qui viennent pour pouvoir vous décider. Mais aussi, quand vous aurez fait le choix de mettre votre enfant à l'école, il vous sera demandé dans ce protocole sanitaire de prendre la température de votre enfant tous les jours, de ne pas mettre votre enfant à l'école si jamais la température devait être trop élevée, de ne pas mettre votre enfant à l'école si jamais vous avez l'impression qu'il a un des symptômes du Covid-19, de ne pas mettre votre enfant à l'école si jamais un membre de la famille a un des symptômes du Covid-19. Donc voilà, chacun a sa part de responsabilité à jouer et il est important que tout le monde le sache. Alors, merci Laurent. Je vois que les questions variées affluent et donc dans l'ordre inverse chronologique, on aura avant la fin de l'heure un passage sur les sports et donc les associations sportives qui pourraient accueillir, non pas forcément le périscolaire parce que les déplacements sont quand même très compliqués, en tout cas les associations sportives qui pourraient bénéficier à nouveau d'installations municipales ou intercommunales. Juste avant, il y a les masques et juste avant, il y a la dernière question sur l'éducation qui est le collège. Donc, le collège a déjà des dates de réouverture prévues, sauf que le fait d'être en zone rouge amènerait ces dates à éventuellement être repoussées. Donc, je vous résume très rapidement ce qu'on peut savoir en liaison avec le fait que les indicateurs sanitaires qui sont maintenant connus tous les soirs au niveau de chaque département ont déjà une conséquence possible sur la réouverture du collège, mais on ne connaît pas cette conséquence. Les AVS doivent être présents dans les écoles, oui. Les précautions supplémentaires d'hygiène seront prises également sur la halte-jeu, bien entendu, puisque la halte-jeu qui a d'ailleurs continué à fonctionner pour l'accueil des enfants de soignants peut reprendre également dans les limites du nombre de personnes, du nettoyage renforcé, etc. et des masques pour les intervenants. Je vais vraiment passer sur les masques parce qu'il y a aussi un gros sujet. Alors, les masques, l'intervention du Premier ministre a officialisé un virage de l'État qui était perceptible avant, mais qui est maintenant confirmé. Le président de la République avait dit, je le cite puisque la phrase était précise, que l'État mettrait à la disposition via les mairies, via les maires, via les mairies, un masque grand public à chaque Français. Il se trouve que la situation a évolué et c'est précisé. Il y a plusieurs catégories de Français qui auront accès tous à des masques, mais via différents canaux de distribution. Ce qui est maintenant beaucoup plus clair, c'est que pour le grand public, l'État privilégie les circuits commerciaux, que ce soit la grande distribution, les buralistes ou les pharmacies, avec évidemment plein de discussions sur de quel masque on parle, à quel prix, voilà, avec une marge ou pas. Ça, c'est le choix très important puisque on est sur un besoin très massif qui va s'amplifier et qui doit se renouveler en permanence. Donc le choix que je ne condamne pas du tout, il est bien de passer par des circuits de distribution. Le rôle des mairies, du coup, devient différent par rapport y compris à ce que nous avions pu exprimer dans le dernier communiqué. Le premier rôle d'une mairie est d'assurer en tant qu'employeur la sécurité de ses employés. Et après, je vais revenir sur, bien sûr, quels sont les stocks de la mairie de Saint-Lô-d'Esserand. En tout cas, le principe, c'est nous assurons la sécurité de nos salariés, nos agents. Et ça ne vaut pas seulement sur les masques, pour les masques, mais aussi pour l'ensemble des équipements de protection. Deuxième rôle des mairies, assurer une distribution particulière pour les personnes vulnérables. Et là, on entre bien sûr dans le principe plus général des actions de solidarité vis-à-vis des personnes vulnérables que nous avons déjà lancées, dont Laurent, Estelle, mais aussi Marielle Ernoult, adjointe à la solidarité, vous ont déjà parlé, et on va revenir sur cette phase masque pour les personnes vulnérables.
On a donc deux rôles, je l'ai dit, personnel, personnes vulnérables. Il nous reste un rôle éventuellement de distribution grand public via le circuit que nous avons envisagé qui est les bureaux de vote auprès desquels chacun pourrait se rendre. Mais on ne distribuera au grand public que les stocks que nous recevons. Nous pensions recevoir un stock de l'État pour l'ensemble de la population. Ce n'est donc pas le choix qui est fait. Nous avons toujours la perspective de recevoir le stock du Conseil régional, mais nous n'avons pas encore la confirmation précise de la disponibilité de ce stock pour nous. On a la confirmation du principe qu'il y aura bien un stock, mais pas de la date, je suis précis. Nous pouvons donc commencer plutôt dans les 10 prochains jours par une distribution aux personnes vulnérables à partir de notre stock déjà disponible. Et là-dessus, je pense que la transparence, comme d'habitude, est beaucoup plus simple. Nous avions déjà un stock qui a évolué en fonction des premières sorties auxquelles nous avons pu procéder, des sorties assez limitées pour le personnel essentiellement. Au jour d'aujourd'hui, nous avons 1500 masques de tout type en stock, plus 900 masques que je ne mets pas exactement avec les 1500 autres, parce que ce sont des masques vraiment en papier très légers qui sont utilisés de manière très instantanée par les préparatrices culinaires. Donc on peut appeler ça masque. Ça sert en permanence, mais je préfère rester sur l'information que je vous donne qui est 1500 masques à l'heure actuelle à la mairie de Saint-Leu. Nous avons également en commande 1900 autres masques, 1900, donc ce sont des commandes déjà passées, avec des dates de livraison déjà connues, une certitude de livraison qui ne peut pas être parfaite puisque toutes nos commandes ont toutes pris du retard, mais on peut compter normalement sur ces 1900 masques. À ces deux premiers chiffres, 1500 déjà chez nous, 1900 à arriver bientôt, on doit pouvoir ajouter les 5000 masques que le Conseil régional nous livrera. Voilà les trois chiffres que je voulais vous donner à ce stade. Et donc, avec les 1500 masques plus les 1900, on peut assurer les besoins de notre personnel et des personnes vulnérables. Et avec les 5000 masques qui nous arriveront, on complétera pour l'ensemble de la population la mise à disposition gratuite de masques. Et ça complétera les achats de masques que l'ensemble de la population va pouvoir de plus en plus réaliser dans les circuits de distribution. Voilà, là aussi, je pense de manière très claire, les grands principes. Est-ce qu'il y a des compléments à donner de la part de mes trois collègues? Alors, Estelle. Oui, il y a des questions concernant les personnes vulnérables. Alors, je pense que je vais peut-être pouvoir répondre à cette question. En ce moment, nous sommes en train de faire un registre. Donc, il y a bien sûr les personnes âgées qui sont concernées, mais on signale aussi les personnes qui seraient malades ou qui auraient besoin et dont on n'aurait pas la connaissance. Il a été mis en place un numéro solidarité, je peux vous le rappeler, c'est le 06 71 76 83 28. Sur ce numéro, si vous êtes concerné en tant que personne vulnérable, il ne faut pas hésiter à nous mettre un petit message et lors de la distribution, vous en aurez également un en plus. Voilà, c'est juste concernant les personnes vulnérables. Après, pour la distribution, rien à rajouter. Et aussi, concernant les masques, je pense que c'est tout. À part si Laurent veut rajouter concernant la distribution pour les personnes vulnérables, ce qu'on est en train de réfléchir. Oui, en fait, comme tu l'as dit Estelle, il y a un gros travail qui est fait par un groupe d'élus, dit groupe solidaire, qui a appelé beaucoup de personnes dans la commune, qui maintenant se déplacent sur le terrain. Par personnes vulnérables, j'ai vu qu'il y avait eu des échanges entre les internautes et les gens connectés et des réponses apportées. Donc effectivement, il n'y a pas que l'âge, il y a aussi des gens qui ont du mal à se déplacer, il y a des gens qui ont des craintes fortes de devoir bouger, etc. Ce groupe d'élus, finalement, au gré des coups de fil et des rencontres faites sur le terrain, a pu quand même jauger tout ça. Et donc,
finalement va en sortir un pool de personnes. Je ne peux pas vous dire, mais si je dois comme ça évaluer, en gros, ça peut être 200, 250 personnes qui méritent qu'on s'occupe d'elles là tout de suite. Sachant que Frédéric l'a déjà évoqué, de toute façon, toute la population aura droit à son masque, et gratuitement, pourvu qu'on reçoive bien les dotations prévues du Conseil régional. Après, il y a l'histoire de l'achat des masques qui a été évoqué aussi, le prix qui est sans doute un peu cher. Monsieur Delbès y a tout à fait répondu correctement, c'est-à-dire qu'on n'a pas la main dessus. Maintenant, vous avez sans doute pu voir dans les journaux et aux informations que l'État s'en préoccupait et commençait à plafonner le prix des masques, parce qu'il y a forcément des abus, il y a du commerce qui se fait, et donc il y a des prix qui flambent. Bon voilà, ils sont en train un petit peu de réguler tout ça, donc ça devrait un petit peu répondre à notre question. Et concernant la distribution, on va dire, globale, il y a une suggestion qui a été faite sur le fait de mettre dans les boîtes à lettres. Il y a juste un inconvénient avec ce processus-là, c'est que on n'a pas forcément la connaissance du nombre de personnes vivant dans chacun des foyers. Donc on en met quoi? On en met 2, on en met 4, on en met 6, on ne sait pas. Et donc du coup, l'idée, comme on n'en aura pas de trop, le conseil régional, s'il nous en donne, devrait nous donner juste ce qu'il faut pour le nombre d'habitants. On n'a pas d'autre choix que vraisemblablement de faire signer un papier, vraisemblablement de demander un justificatif de domicile, une feuille d'impôt, bref, qui nous permettra de savoir combien de personnes vivent sur le toit pour pouvoir donner le nombre de masques suffisant. Donc voilà, en 2 étapes. Les obligations de la mairie, c'est bien de s'occuper de son personnel et de s'occuper des personnes vulnérables, comme l'a précisé Frédéric. Et puis, dans un deuxième temps, on fera l'effort d'organiser une distribution pour tout le monde, pourvu qu'on reçoive bien les dotations qui nous ont été annoncées. Merci pour tout ça. Alors, je vois en même temps, et c'est le principe du Facebook Live, d'autres thèmes, des thèmes qu'on a déjà traités. Alors, je vous incite bien sûr parce que ça, on n'a pas forcément pris le temps de le dire, à revenir sur le Facebook Live d'aujourd'hui en différé. Ce différé, il est accessible sur Facebook, mais aussi sur le site internet de la mairie, même pour les personnes qui ne sont pas abonnées à Facebook. Notre service communication a fait cet effort de transformer la vidéo en vidéo accessible à tous. Et je pense sincèrement, par rapport aux écoles, qu'il vaut mieux réécouter le début de l'intervention. Il y a eu beaucoup de détails, donc ça va être compliqué d'y revenir. Le détail qui n'a pas été donné seulement sur le nettoyage des écoles, c'est que oui, bien sûr, nous, au-delà des produits désinfection, nous avons énormément de savon liquide et de serviettes en papier à usage unique pour tout ce qui est passage aux toilettes dans les écoles. Je confirme qu'effectivement l'ordre de grandeur des personnes vulnérables qui auraient droit à cette distribution en primeur et à domicile peut être autour de 250. Si on fait plus, tant mieux, mais là on est vraiment sur les personnes dont plusieurs critères de vulnérabilité sont réunis, donc que ce soit les critères médicaux dont on n'a pas à connaître le détail, mais qui se traduisent quand même forcément par des difficultés d'autonomie. Et on a aussi des critères d'isolement social qui, en dépit de tout ce qu'on demande aux voisins les plus proches, peuvent nécessiter qu'on amène un masque à domicile et qu'on en profite, comme ça a été très bien dit par mes collègues, par prendre aussi d'autres nouvelles, bien entendu. Sur les commerces effectivement de la ville, et notamment le fait qu'ils puissent vendre des masques, eh bien on s'efforcera de donner le nom des commerces chez lesquels on peut trouver des masques à Saint-Leu. On peut imaginer qu'il y ait les pharmacies, les bars tabac, les épiceries ou commerces à prédominance alimentaire, mais on en donnera la liste dès qu'on l'aura, en sachant qu'il y a là, comme pour tous, les intentions de départ et puis la disponibilité des stocks. J'ai par contre oublié complètement de rappeler qu'en dehors des 1500 masques déjà présents, en dehors des 1900 commandes que nous attendons, en dehors des 5000 masques du conseil régional qui vont nous arriver, on est en train de refaire d'autres commandes. Sauf que pour faire une commande, il faut être sûr du stock et on n'a pas envie
de signer à gauche et à droite pour alimenter le business de certains intermédiaires qui n'ont rien de sérieux. Donc on va compléter notre stock au-delà des commandes déjà passées aujourd'hui, mais on va le faire sérieusement. Frédéric, oui. Ouais, tu as très justement rappelé et repris la suggestion d'un internaute, là, M. Delbès, sur faire connaître les commerces qui vendront des masques. C'est une super bonne suggestion. Ça me permet de revenir sur une question qui a été posée tout début du Facebook Live par Mme Bécard et qui nous demandait si on pouvait faire connaître le nom des couturières qui, dans la ville, fabriquaient des masques, etc. Donc ça, c'est typiquement quelque chose qui peut se faire sur le groupe Facebook Saint-Leu Solidaire. Et donc je vous invite à nouveau tous à venir sur ce groupe. On pourra tout à fait partager ce genre d'informations et du coup derrière vous pourrez prendre contact avec ces personnes directement. Voilà, c'est une très bonne suggestion, donc on la garde. Très bien. On a donc promis tout à l'heure d'évoquer la réouverture d'autres services. Alors il y a les services privés commerciaux qui vont pouvoir réouvrir. Comme vous l'avez vu, il n'y a pas à ce stade pour une ville comme Saint-Leu de différence, à part pour les cafés-restaurants, de différence de traitement. L'ensemble des commerces peuvent réouvrir, sauf les cafés-restaurants. Voilà. Après, on vous recommande dès maintenant, et on est en contact tous les jours avec les commerçants de Saint-Leu, on vous recommande d'être, comme vous l'êtes déjà, respectueux des distances d'espacement. Les files d'attente qui peuvent se faire sur le trottoir devant chaque commerce sont quand même les bienvenus. Les responsabilités de chaque commerçant ont été citées par le Premier ministre sous l'angle que si un commerçant veut imposer le port du masque dans son magasin, il peut le faire. Il y a évidemment des activités qui amènent à une plus grande promiscuité que d'autres et donc il y aura des règles fixées par chaque commerçant. En tout cas, je pense que les espaces vitaux à Saint-Leu permettent d'éviter toute promiscuité et on est à votre écoute si jamais ça devenait plus compliqué à faire respecter. On ne souhaite évidemment pas un retour en arrière et y contribuer. Les services publics qui vont réouvrir sont donc les accueils généraux des différents services de la mairie. Mais ce ne sera fait qu'après, bien sûr, mise en place de précautions complémentaires. Nous avons reçu des parois en plexiglas que nous mettrons à chaque accueil de service. Il y aura forcément une distance d'attente et un schéma d'attente qui permettra, comme pour les commerces privés, de ne pas avoir une file d'attente avec trop de promiscuité. Nous mettrons donc à disposition de tout notre personnel à la fois des masques industriels, mais aussi les masques grand public qui ont été évoqués tout à l'heure par Laurent avec la fabrication artisanale par certaines personnes du personnel de la ville qui est encore en cours. Et donc cette fabrication artisanale a permis d'identifier un modèle, de créer un patron, un modèle de masque. Ce support sera mis à disposition de toutes les couturiers et couturières qui le souhaiteraient pour qu'ils fabriquent ou pour eux ou des modèles qu'ils souhaiteraient donner à la mairie de manière à ce qu'ils puissent alimenter notre stock supplémentaire. Donc ça, on aura l'occasion de recommuniquer sur ces sujets. En tout cas, les réouvertures de services publics municipaux prendront les précautions préalables que je viens d'indiquer. Les réouvertures d'activités associatives et notamment sportives doivent forcément se conformer aux indications ministérielles, préfectorales, intercommunales, communales. Je me permets ce rappel administratif, puisqu'effectivement, au jour où on se parle, il y a une anticipation de la reprise possible de certaines activités sportives, on va rester sur le sport, et c'est forcément limité par les critères suivants. Il y a un traitement différent des sports individuels et des sports collectifs. Donc dans les sports individuels, il y a des possibilités de réouverture, notamment pour les sports de plein air, qui sont par définition qui ne
font pas peser les mêmes risques pour chacun. Néanmoins, pour tous, il y a des précautions qui devront être suivies et qui sont importantes, c'est-à-dire que on voit arriver des consignes du ministère des Sports qui nous disent bien que les équipements sportifs municipaux, voire intercommunaux, ne peuvent pas permettre de revenir à la situation précédente, c'est-à-dire que il n'y a pas d'entraînement collectif, il n'y a pas de vestiaire au sens douche, toilette, enfin douche en tout cas, mis à disposition des usagers. Il n'y a pas de salle de réunion qui permettrait aussi des rassemblements de plus de 10 personnes, hein, c'est également une contrainte. Donc tous ces critères sont actuellement analysés de manière à ce que nous puissions bien sûr accompagner au niveau de la ville de Saint-Leu et au niveau de la base de loisirs intercommunale de Saint-Leu, dont les activités sont multiples, que nous puissions accompagner les usagers associatifs des espaces publics intercommunaux et municipaux dont j'ai parlé, et ça, on le fait bien sûr en toute équité entre les sports et en respectant les principes de précaution sanitaire dont je viens de parler. Il y a notamment non seulement des distances d'espacement, il y a des minimums d'espacement entre deux personnes, mais aussi des surfaces minimum à respecter pour chaque usager sportif. Donc tout ça va permettre un petit nombre d'activités, et c'est notre plus cher désir de commencer à revoir des activités sportives sur la ville, mais ça fera l'objet d'une discussion très précise avec chacun des responsables d'activités sportives. L'ouverture du City Stade? Alors, dans ce cadre-là, l'ouverture du City Stade, qui est par définition un espace libre sans aucun contrôle, ne permettrait pas en tant que tel d'être sûr de l'application de ces principes, notamment parce qu'il n'y a pas d'association sportive qui en est usagée en tant que telle, et parce qu'il n'y a pas de surveillance municipale permanente. Donc ça ne semble pas forcément très bien parti pour le City Stade à ce stade. Je parlais plutôt jusque-là d'activités sportives prises en charge par des associations que nous ne demandons qu'à accompagner dans les limites que je viens de rappeler. Christelle, en tout début de Facebook Live, il y avait une demande si les gens pouvaient rejouer à la pétanque. Alors c'est une activité, si je reprends les critères, et encore une fois, on a ces réflexions-là pour la pétanque, pour le tir à l'arc, pour l'athlétisme, pour le tennis, pour la voile et d'autres disciplines. Et la pêche là. Et la pêche, voilà. Chaque activité doit être regardée en fonction des critères que je viens de rappeler. La pétanque peut être une activité individuelle, elle peut donner lieu à un espacement suffisant si chacun joue le jeu. On peut mettre à disposition uniquement des toilettes mais pas des douches, et on peut ne pas donner l'accès à un autre local qui pourrait amener à une fréquentation trop rapprochée. Donc avec cet exemple-là, vous voyez bien qu'il y a un certain nombre de choses qui sont possibles. On parle bien d'activités limitées et pas de compétition qui, par définition, dans tous les cas, amène des risques de promiscuité plus importants. Est-ce que... alors j'entends aussi des questions sur la mise à disposition de salles de réunion. Ça reste effectivement encore à voir, puisque là, ça dépendrait vraiment de la responsabilité des associations que de ne pas dépasser le nombre de personnes et de s'assurer elles-mêmes de l'espacement. Mais ça, c'est facile d'enlever une chaise sur deux dans les salles en question. Et de s'engager vraiment à respecter toutes les procédures. Donc ça, je dirais pourquoi pas, en toute équité, d'une activité sportive ou culturelle à l'autre. Tout à l'heure, je viens de dire que pour les clubs, une salle de réunion qui pouvait amener forcément une réunion plus importante serait compliquée. Bien sûr que l'application du critère moins de 10 personnes peut permettre de voir les choses différemment. Je
Je ne reviens pas sur les cantines, dont nous avons déjà parlé longuement. Et je propose vraiment de revoir le replay. Nous réouvrons les cantines avec des précautions supplémentaires d'espacement, de création de services supplémentaires, 3 au lieu de 2, et plein d'autres détails qui ont déjà été abordés. Il est déjà midi moins 5, donc on va essayer de se tenir à la tradition de la fin à midi. Une petite réponse, Frédéric. Alors attends, Estelle avait commencé, tu ne l'avais pas entendu, mais... Non, pas de souci, Laurent. Juste, il y avait une question de Madame Folio qui n'a rien à voir avec tous les autres sujets concernant les nuisances sonores. Pour certains voisins qui, je pense, à cause du confinement, se permettent de passer la tondeuse à 20h30 et de brûler des déchets. Peut-être on peut revenir justement, Laurent, si tu veux, sur les déchets verts qui vont reprendre et sur la déchetterie. Alors, merci Estelle. On s'est marché dessus sur les micros. C'était exactement les mêmes sujets. Je voulais revenir sur 2 petites questions qu'on avait un peu laissées comme ça parce qu'elles n'étaient pas trop dans le sujet général qui était Covid, masque, reprise d'école, etc. Donc effectivement, ces nuisances sonores, elles existent toujours, elles sont réglementées. Les règles sont clairement écrites et partagées sur le site internet de la ville. Donc vous pouvez les retrouver et rien ne vous empêche de laisser un petit mot dans la boîte à lettres de votre voisin, un petit mot gentil pour lui rappeler juste les règles. Nous communiquons régulièrement dessus, j'ai envie de vous dire 3 fois par an à travers le bulletin municipal Infomairie. Alors avec la période actuelle, c'est vrai qu'il n'y en a pas eu depuis un petit moment, mais et souvent ça arrive dans ces eaux-là, mois de mars, quand on sait que le jardinage va reprendre. Donc voilà, ça permet de rappeler à tous les gens qui sont toujours connectés, que le brûlage des déchets verts dans les jardins sont strictement interdits, et encore plus maintenant que les déchetteries sont réouvertes. Le ramassage des déchets verts va reprendre à partir du mardi 5 mai, donc mardi prochain, et de façon maintenant habituelle, c'est-à-dire tous les mardis à partir du mardi 5 mai. Et en parallèle, vous pouvez donc prendre rendez-vous auprès de la déchetterie à travers le site internet du SMDO qui vous met maintenant un lien direct vers la plateforme de réservation. Et donc vous réservez un rendez-vous pour un jour d'ouverture de la déchetterie de Saint-Leu avec un créneau horaire. Il faudra y arriver avec l'attestation imprimée, avec votre carte Verdi le jour J, avec un masque, avec des gants, avec du gel hydroalcoolique. Et puis vous allez voir sur la plateforme, il est aussi rappelé toutes les limitations. Vous ne pouvez pas venir avec une remorque de 10 mètres cubes, bien sûr. Par exemple, les déchets verts, c'est un trajet avec 2 mètres cubes uniquement. Mais bon, voilà, tout ça reprend gentiment, l'organisation reprend, et donc ça devrait permettre de désengorger les jardins qui ont pu accumuler de tas de déchets verts. Et puis très rapidement aussi... Excuse-moi, sur les déchets, je complète. Sauf erreur de ma part, on a eu aussi une information disant que l'AXO elle-même reprendrait la collecte d'encombrants, ou je me trompe? Oui, exactement, oui. Le 11 mai, ça reprend. C'est ça. Hein. Donc pour les encombrants, il y a non seulement les déchetteries sur rendez-vous, mais l'AXO elle-même le 11 mai. Voilà. Et pour les déchets verts, il y a tout ce que tu... Alors ça... Exactement, Frédéric. Donc c'est bien à partir du 11 mai et avec le principe d'avant, c'est-à-dire sur réservation, c'est-à-dire appel de l'AXO. Oui, comme avant. Prendre rendez-vous, venir récupérer les encombrants. Comme avant. Alors le petit complément sur la citoyenneté et les obligations, c'est que il est tout à fait envisageable que quelqu'un avertisse la police municipale qu'il y a des abus. Ce n'est pas de la délation, c'est une information de nos services de manière à ce qu'ils fassent leur travail. Et puisque beaucoup de gens font des efforts et on a quand même tout à fait la possibilité de faire du bruit à certaines périodes, sans en abuser, il est normal que nous puissions faire appliquer la règle commune du moment qu'on en est informé. Je rebondis sur le sport, je ne sais pas si c'est ça dont tu voulais parler, Laurent, le yoga et le qigong. Vous voyez bien à quel niveau de détail on va devoir analyser les situations. Le yoga est plutôt une activité collective,
Donc en théorie, on pourrait dire qu'il est moins facile d'accepter la réouverture. C'est une activité en salle, donc il est fortement recommandé de traiter différemment les activités en salle des activités en plein air. Le Qigong est au contraire une activité en plein air, mais est une activité collective également. Voilà, donc vous voyez, on va se bâtir une batterie de critères d'appréciation. Il n'est pas question de privilégier les uns plutôt que les autres, il est question de passer une sorte de screening, là, désolé pour l'anglais, d'évaluer non pas la valeur et l'intérêt des associations, mais la compatibilité avec les critères qui nous sont donnés pour l'instant par le ministère des Sports. Y avait-il d'autres questions qu'on n'aurait pas abordées dans mes trois collègues? Non, juste pour compléter, parce que vous voyez apparaître des messages de Ville de Saint-Leu. Il s'agit du service communication qui est aussi en direct mais à l'extérieur et qui complète par des petites informations que vous pourrez retrouver. J'en profite aussi, il a été rappelé que les idées partagées peuvent être partagées sur le groupe solidaire. Et Laurent, on va le rappeler une fois de plus, n'hésitez pas à adhérer à ce groupe solidaire en cochant bien les 3 questions. Êtes-vous lupovicien? Pourquoi souhaitez-vous rejoindre le groupe? Et surtout en cochant respecter les règles. Ensuite, on se fera un plaisir de vous accepter dans ce groupe et vous pourrez à nouveau partager toutes ces belles idées de solidarité dont vous nous faites part au Facebook Live. Voilà, merci beaucoup, chers collègues. Je vous laisse dire au revoir. Bon week-end à tous. Au revoir. Oui, bon week-end à tous. Un petit peu pluvieux, mais le soleil revient. Et à très bientôt pour de nouvelles informations. Christelle. Bon week-end à tous. Merci à tous et merci à tous les habitants et notamment ceux qui fréquentent ce live à la semaine prochaine. Donc, selon une habitude maintenant bien établie. Très bon week-end.